Salut, c'est Anthony Scaramuzzino sur les Bax TV. Bonjour Anthony. Salut Bax. Avant de commencer, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir. Tu es actuellement joueur du Tonon Evian Grand Genève en National 2. Oui, c'est exact. Et comment ça se passe là-bas? Pour l'instant, ça se passe très bien. 1 an et demi depuis mon arrivée au club, non, ça se passe très bien. Que ce soit avec les coéquipiers, le staff ou les gens du club. Donc pour l'instant, ça fait 1 an et demi où je me régale. Je prends du plaisir à jouer. Comme tu l'as si bien dit, il semble que tout se passe bien avec ton statut de titulaire et de capitaine de l'équipe. Ouais, c'est vrai que j'ai un rôle assez important en tant qu'ancien et joueur d'expérience. Surtout que c'est le coach qui m'a appelé pour jouer ce rôle-là. Donc non, ça se passe très bien au niveau du staff, des coéquipiers. Donc à moi de continuer à être performant sur le terrain justement et aussi aider les jeunes à grandir plus vite. À bientôt 39 ans, tu as construit derrière toi une belle carrière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te pousse à repousser tes limites? Je pense que c'est les jeunes. J'ai souvent cette phrase-là où justement moi à mon époque, quand j'ai débuté à Nice, je connaissais la plupart des carrières de tous les anciens qui étaient au club. Voilà, on avait cette curiosité d'aller voir avec qui on avait affaire et avec qui on avait la chance de s'entraîner. Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu moins le cas et je trouve que c'est une bonne chose parce que les jeunes nous jugent à l'instant T, donc qu'on ait fait une carrière ou pas. Après, c'est vrai que la carrière parle pour moi, donc si j'ai un peu des contre-performances, c'est vrai que j'aurai un peu plus de crédit vis-à-vis des jeunes par rapport à ma carrière. Mais c'est vrai qu'au bout de quelques matchs, si je ne mets pas un pied devant l'autre, ils vont me dire Scar, t'es bien gentil, mais avant de parler, sois performant sur le terrain. Donc je pense que c'est les jeunes qui font qu'aujourd'hui, ils jugent à l'instant T et je suis obligé d'être performant pour être respecté vis-à-vis des jeunes. Parlons de tes débuts, Anthony. Tu signes ton premier contrat de footballeur professionnel avec ton club formateur, l'OGC Nice. Quel souvenir retiens-tu de cette journée particulière? C'est plus la période de mon passage à Nice, de 13 à 23 ans. C'est pas en particulier cette journée justement, ça je pense c'est la finalité en tant que jeune niçois et jeune formé au club. Mais c'est vrai que c'est le cheminement pour arriver justement à cette journée et à signer mon premier contrat professionnel. C'est ça que je retiens de dire. Comment tu intègres le club? J'intègre le club, à la base je suis au Capigal de Nice, donc un des plus grands clubs amateurs de la région. Et en fait, c'est pas par rapport à une détection, c'est pas par rapport à un coach de Nice qui m'a vu et qui m'a trouvé bon, c'était justement de rejoindre les copains du collège qui étaient tous à Nice, mais en moins de 13 justement, donc à l'époque c'était moins de 13, U13 maintenant, et c'était en 4ème équipe. Donc il y avait Ligue, Excellence, Pré-Excellence, Honneur. Donc c'était pour intégrer les moins de 13 honneurs, donc c'était vraiment pour rejoindre les copains du collège et continuer à m'amuser avec eux. Finalement, en t'amusant, tu t'es rendu compte que tu avais des qualités. Je m'en suis rendu compte, non, en fait j'ai gravi les paliers au fur et à mesure parce que je viens pas d'une famille de footeux, mon père joue un peu en football entreprise le soir, le lundi soir, donc quelquefois j'allais le voir. C'est vrai que j'ai 2 sœurs, donc j'ai pas de frères, on n'est pas issus du monde du foot. Donc c'est vrai qu'à la base c'était par passion, par plaisir, suivre les copains, et petit à petit j'ai gravi les échelons pour signer mon premier contrat professionnel à Nice. Et comment ça se passe au centre de formation? Parce que c'est un long chemin. Avant de signer le contrat professionnel, il y a beaucoup d'obstacles. Ouais, il y a beaucoup d'obstacles, comme j'ai dit. Bon, comme je l'ai dit, j'ai gravi les échelons. Donc après, j'étais au centre de formation, mais je dormais pas au centre parce que étant niçois, j'avais la chance de rentrer chez mes parents. Donc ça, c'était peut-être plus facile à cette période-là. Il y avait des joueurs de la région parisienne, des joueurs de différentes régions. Donc ça pouvait être compliqué à 14-15 ans de se retrouver seul, enfermé entre guillemets dans des centres de formation et côtoyer des joueurs au début qu'on connaît pas. Donc moi, j'avais cette chance de pouvoir rentrer chez moi, côtoyer mes copains en dehors du football, donc et je pense que ça m'a aidé justement pour mieux appréhender cette situation. Et au centre, comment ça se passe? Tu faisais partie des talentueux ou tu faisais partie des besogneux, ceux qui ont besoin de travailler un peu plus? Parce qu'on sait que dans les centres de formation, il y en a toujours, il y a des sacrées pépites, comme on dit. Ouais, non, c'est vrai qu'en jeune, quand on dit il y a des pépites, non, c'est vrai que j'ai eu la chance de côtoyer quelques pépites, mais justement que par différentes raisons n'ont pas pu signer contrat pro. Donc c'est pas souvent le plus attendu qui est là à l'arrivée justement, donc c'est pour ça que le chemin est très long. Non, moi je faisais partie justement, je suis arrivé à Nice en équipe 4, je fais un tournoi U13 justement où ils voient toute la génération U13 pour savoir si on peut passer en 13 ligues. Je fais un tournoi le mondial pupille de Plomelin, un grand tournoi international reconnu en France. Et à partir de là, c'est vrai que j'explose à ce tournoi. Le coach l'année d'après me prend en U13 Ligue. Et à partir de là, j'ai continué en 15 ligues, 15 nationaux, 17 ligues, 17 NAS, équipe de France et mes premiers entraînements avec les pros.
Donc non, c'est une belle expérience, que ce soit la préformation, la formation à Nice, j'en garde de très bons souvenirs. C'est à quel âge que tu exploses vraiment, que tu prends conscience que tu as les qualités pour faire ce métier-là? Je pense que c'est en moins 17 NAS, parce que justement entre le palier de la CFA à l'époque, où beaucoup de maintenant d'équipes pro, ils appellent ça le groupe élite. Donc voilà le passage de senior à groupe professionnel. Mais c'est en moins 17 NAS parce que là on joue la Coupe Gambardella. La première année on fait les deux finales de championnat de France et Gambard qu'on perd les deux. C'est ma première sélection en équipe de France. L'année d'après en deuxième année moins 18 on est champion de France justement avec la génération 85-86. Donc avec notamment Hugo Loris. Et c'est vrai que ce step là après de passage en senior par la CFA où on commence à affronter des pères de famille, hein, donc les jeunes qui m'affrontent aujourd'hui, comme le TFC qu'on a dans la poule qui sont en difficulté, parce que justement on voit que des jeunes de 17-18 ans, jouer face à des vieux briscards, c'est compliqué, donc on apprend le métier aussi. Et c'est vrai que ce passage de CFA à groupe pro fait énormément de bien justement pour appréhender et pouvoir s'entraîner avec le groupe professionnel. Comment on t'annonce que tu vas t'entraîner avec les pros? Généralement, c'est des fois que ce soit là en milieu de semaine, justement, les groupes, même en N2, on fait des oppositions. Donc voilà, l'équipe que le coach compte mettre en place le week-end face aux remplaçants et au reste du groupe. Et des fois, il y a des blessés, des suspendus. Donc le coach vient piocher chez les jeunes. Donc mes premiers entraînements se passent comme ça, en fait. Dépanner parce qu'il y a un blessé à l'entraînement. Donc on fait 25 minutes, on joue qu'une mi-temps, on regarde la première mi-temps par exemple sur le côté, on s'échauffe et après à nous de tout donner pendant 25 minutes. Mais mes premiers entraînements avec le pro se passent comme ça, avant de justement pouvoir intégrer et faire une préparation estivale avec eux. T'es dans quel état d'esprit quand tu intègres le groupe pro? Toi, le gamin de Nice qui est là parmi, on va dire, ces gens que tu as l'habitude de voir au stade du Ray à l'époque, Ouais. et que tu as l'habitude de voir aussi à la télé, de prendre à la PlayStation. Comment tu te sens quand tu te retrouves là parmi eux, dans le vestiaire? Déjà à la base, quand ils viennent nous piocher, on n'est pas avec eux dans le vestiaire, hein. On se change dans nos vestiaires, on les attend dehors. Même si on doit attendre 25 minutes, une demi-heure, on fait pas partie du groupe, donc on n'est pas dans leur vestiaire. Donc justement, et ça c'est quelque chose qui se manque, qu'on n'a plus aujourd'hui, où justement les jeunes sont intégrés dans le vestiaire. Nous, rien que le fait d'avoir sa place dans le vestiaire, c'était une carotte à aller chercher en plus supplémentaire. Donc au début on est impressionné, hein. Le rythme c'est pas le même, l'intensité des entraînements n'est pas le même qu'en jeune. Donc voilà, l'histoire d'appréhender un peu tout ça. Et justement cette carotte de vouloir se changer et avoir sa place dans le vestiaire avec eux, c'est une carotte à aller chercher supplémentaire. Donc c'est une motivation supplémentaire justement pour bien s'entraîner et être performant aux entraînements. Tu fais des entraînements et ensuite tu joues avec la réserve, c'est ça? Ouais, je joue avec la réserve et c'est vrai que l'année d'après, le coach Garantron me prend pour la préparation estivale. Donc je reprends officiellement entre guillemets avec eux. Mais c'est vrai qu'à mon époque, pour signer un contrat professionnel, et encore l'époque des générations que je côtoyais, Cyril Roll ou Cyril Jeune-Jean, il fallait qu'ils aient au moins 15 ou 20 matchs en Ligue 1 avant de signer un premier contrat pro. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui font un bon parcours en Gambarde et la moitié de l'équipe, parce que maintenant, les jeunes c'est l'avenir et c'est une valeur marchande, et on les bloque avec des contrats pro. Donc moi non, j'étais champion de France, double finaliste, en équipe de France. Je m'entraînais déjà avec le groupe pro, j'avais fait des apparitions en pro, j'avais une saison dans les pattes de CFA. Et j'ai signé mon contrat pro parce que j'ai fait un championnat d'Europe avec l'équipe de France. Et à cette époque-là, si on faisait 3 matchs officiels en équipe de France, le club était dans l'obligation de nous proposer un contrat élite. Donc 2 ans stagiaire, 3 ans pro. Donc justement, j'ai commencé par mes 2 ans stagiaire avant de pouvoir signer mon contrat pro. Ton contrat, tu l'as pas volé? Non, en jeune, j'étais performant, j'avais des résultats, j'étais entre guillemets en plus le pitchoun du club. Donc ils appellent ça les pitchouns, c'est les jeunes du club, quoi, les jeunes de la ville surtout, des Niçois. Donc non, j'ai travaillé dur et c'est vrai que j'avais acquis beaucoup d'expérience avant de signer mon contrat professionnel. Et on va parler un peu salaire si ça te dérange pas. Quand tu signes ton premier contrat, d'abord, stagiaire pro, c'est combien à peu près la fourchette par mois? De souvenirs, en fait, il y a la charte du football, donc il y a des salaires minima. Et moi j'étais à la charte, donc je pense qu'à l'époque, un contrat stagiaire, c'était aux alentours peut-être des 1500, 2000 euros brut, je pense. Ok, super. Donc tu as signé 2 ans stagiaire. Et 3 ans pro, à 50. C'était les contrats, ça remplaçait les contrats sport de l'époque. Ok. Donc c'était les contrats élite. Ok, donc en stagiaire, tu gagnais 2000. À peu près, je crois. À peu de près. mémoire, il faudrait regarder, mais il y a la charte du football, vous pouvez la trouver sur internet et vous avez les salaires minima. Que ce soit des contrats élite, Ligue 1, Ligue 2. Ok, génial. Et en pro, quand tu as signé le premier contrat pro? Premier contrat pro, je crois, ma première année, j'étais à peut-être à 3000, 3005. Ok. De Net. mémoire.
Net, Brut. 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 Ok. C'est bien parce que on a toujours ce préjugé, parce que les jeunes pensent que ceux qu'on voit à la télé sont forcément millionnaires, en pro, en Ligue 1. Non, non, c'est pas le cas. Non, oui, il y a des exemples comme Mbappé, oui, oui, des joueurs, là on parle de pépites, c'est même plus des pépites, on appelle ça des phénomènes. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, non, un jeune de Ligue 1, en façon, je crois que les salaires moyens, c'est entre 15 et 20 000 euros, mais parce qu'il y a les salaires de Paris Saint-Germain donc, qui nivellent la moyenne. Mais c'est vrai que moi, les premiers contrats pro à la Chartres à mon époque, c'est des bons salaires, hein, si on compare à la vie de quelqu'un qui travaille, mais pour des contrats professionnels de Ligue 1, c'est pas ce que les gens peuvent penser quand ils sont pas à l'intérieur pas dans le milieu, mais qui sont pas à l'intérieur des contrats, quoi. Le fait de partir de loin de chez moi, de ma famille, de mes parents, partir seul avec ma femme déjà à l'époque, d'appréhender l'arrivée dans un nouveau club, d'être prêt directement dans un club qui jouait le maintien à l'époque, mais une bonne expérience d'homme, je pense, et de footballeur, même si sur le terrain c'était un peu plus compliqué. On voit avec des jeunes joueurs aujourd'hui qui peuvent faire des dépressions quand ils sont pas gardés dans un centre de formation. J'ai l'exemple de Nice d'un joueur voilà, qui a une malheureuse aventure, qui était sur un pont sur l'autoroute de Nice. Donc voilà, parce que c'est pourtant un jeune joueur prometteur qui joue en Ligue 1 et qui mentalement a failli ou a eu des problèmes. Je connais pas son histoire, mais la finalité est triste parce que ça aurait pu, on est passé proche d'un drame, quoi. Tu enchaînes AS Cannes, Ouais. CSE dans Ardennes, la Berrichonne de Châteauroux, la Grèce avec Nicosie, ensuite Le Panathinaikos. Chypre, c'est. Ah ouais, c'était Chypre. Nicosie, c'est Chypre. Ok. Panathinaikos, c'est en Grèce. Voilà, tu fais Grèce, Chypre, Lens, Laval, Boulogne, Pau, Bourg-en-Bresse et actuellement Thonon-Évian. Je pense qu'on va pas tout détailler, Non. mais, mais je vais te laisser me faire un résumé de chaque passage, bref. Chaque part, Cannes, c'est mon retour après mon prêt en Angleterre, où j'ai pas pu jouer de l'année. Donc retour à Nice veut me prêter, donc je finis en national à Cannes. Une belle saison, 25 matchs où je m'aguerris, je prends du temps de jeu. Je reviens à Nice pour ma dernière année de contrat. Je fais après match de championnat sur le banc, alors qu'ils voulaient pas me garder à la base. Donc je finis cette année-là, fin de contrat, je décide de prendre mon envol et justement signer en Ligue 2 à Sedan. Donc de belles années d'apprentissage de la Ligue 2. Fin de contrat, je passe à Châteauroux. Pareil, donc de belles années de Ligue 2, pareil également. Donc voilà, là je m'affirme et je confirme en tant que joueur de Ligue 2. Pas la chance à 25 ans d'évoluer en Ligue 1, donc à la place de rester en Ligue 2, je choisis le pari de partir à l'étranger à Chypre. Donc voilà, en première division, club qui m'a permis de jouer des tours d'Europa League, donc chose que j'aurais pas pu faire en France en restant en Ligue 2. Passage après en Grèce en D1, donc pareil, une belle expérience pour jouer contre l'Olympiakos, Panathinaikos, le PAOK, donc une culture et un foot différent. Puis retour en France à Lens, donc sinon si c'était pas Lens je serais resté à Chypre, et je pense que j'aurais fini ma carrière là-bas, parce que le cadre de vie avec ma femme et les enfants c'était exceptionnel, même si même en parlant foot c'était culture méditerranéenne, donc des ambiances chaudes comme la Grèce, la Turquie, mais là Lens ça se refuse pas, donc en Ligue 2, 2 ans à Lens en Ligue 2, aventure exceptionnelle, stade, structure, supporters, on le voit au jour d'aujourd'hui en Ligue 1, donc très très belle expérience, un peu plus compliqué sur le terrain parce que voilà, il y avait des objectifs et des attentes grandes, donc une remontée en Ligue 1, chose qui s'est pas faite au bout des 2 années. Et là à partir de là, je fais un passage à l'UNFP FC, donc entre guillemets pour caricaturer, voilà, des joueurs qui sont à la recherche d'un club, voilà, qui sont au chômage et qui se réunissent avec des joueurs dans cette situation justement pour faire des matchs amicaux et retrouver un challenge par la suite, donc chose que j'ai pu faire à Laval, donc 2 années de national. Première année compliquée par les blessures, parce que je suis arrivé et j'ai signé blessé, parce que je m'étais blessé à l'UNFP sur un match amical. Et je retrouve du plaisir à 32 ans, avec une deuxième belle année, je finis dans l'équipe type du national, donc qui me permet de rebondir par la suite à Boulogne, national pareil, club ambitieux, qui veut jouer avec des structures de Ligue 1, et qui veut jouer à la remontée. Donc très belle année, avec des Randall Colomani par exemple, Laurent Gu en tant que coach. C'est l'année Covid justement, donc on est 3ème, meilleure défense du championnat. C'était les 2 premiers qui montaient et le 3ème devait faire les barrages à cette époque-là. Donc période Covid, championnat arrêté en mars. Donc les 2 premiers justement montent en Ligue 2 et la FFF ne fait pas jouer les barrages par rapport au Covid. Mais finalement j'ai la chance de retrouver Pau, un des 2 clubs qui étaient montés en Ligue 2. Donc je quitte Boulogne pour retrouver la Ligue 2 à 35 ans, avec un coach que j'avais connu à Châteauroux, Didier Tolo. Donc voilà, une belle saison, on maintient le club
première fois que le club atteint le monde professionnel. On maintient le club en Ligue 2, donc dans le monde pro. Par la suite, je m'en vais. Je rebondis en National à Bourg-en-Bresse, voilà, pour projet de club qui va remonter en Ligue 2. Donc pareil, on fait une très belle année, on finit 5 ou 6e. Ça se joue à peu de choses. Donc après des différends avec le coach. Donc je résilie mon contrat là-bas. Et je voulais rentrer à Nice avec ma famille à 36 ans. Voilà, on voulait arrêter, se poser, penser à la reconversion personnellement et que ce soit aussi pour ma femme et mes enfants. Ça fait 20 ans qu'elle me suit donc, dans son parcours. Donc c'est aussi compliqué pour mon épouse. Voilà, de me suivre, de travailler, de trouver un nouveau travail. Elle a repris ses études à 30 ans aussi légalement pour changer de voie professionnelle. Donc, mais finalement, j'ai mon ami Brian Bergogneau qui m'appelle, mon ancien coéquipier de Châteauroux, et qui me dit bah voilà, on monte en N2, viens nous aider parce qu'on a besoin de joueurs d'expérience. Donc finalement, l'année dernière, j'atterris à Tournon-les-Vins de Genève. Je signe un an justement pour l'aider. L'année se passe bien, je reprolonge d'un an, donc me voici pour ma 2e année à Tournon. Donc on verra en fin de saison, on discutera avec les dirigeants sur mon avenir, mais pour l'instant, je prends du plaisir à être sur le terrain. Donc voilà un gros résumé de presque 15 ans de carrière, quoi. Et on va un peu insister sur ton passage à Lens et sur ton passage à Bourg-en-Bresse, pour 2 raisons différentes. À Lens, bah, c'est une chance de jouer là-bas. Hein. Club mythique. C'est un club mythique, les supporters ils sont dans l'un des meilleurs de France. Le stade, l'ambiance, les gens du Nord, cette chaleur. Et puis Bourg-en-Bresse pour des mauvaises raisons. Parce que... Des mauvaises personnelles, parce que c'est mal fini, mais c'est pas non plus sur des différents, quoi. Ouais, bah tu vas nous raconter un peu. On va commencer par Lens. Quand tu arrives à Lens, qu'est-ce que tu te dis, Anthony? Je me dis que déjà je sortais de 3 années à l'étranger à Chypre et 6 mois en Grèce. Donc j'ai 31 ans à cette époque-là. Donc déjà de pouvoir partir à l'étranger dans un club méconnu, maintenant qui commence à être connu parce que justement il y a l'Hapoel Nicosie et l'Omonia Nicosie qui sont souvent en Ligue des Champions et en Europa League, donc on commence un peu plus à en parler du championnat chypriote. Mais c'est vrai qu'à 31 ans, revenir en France en Ligue 2 au RC Lens, pour moi c'était inespéré. Donc c'est pour ça que j'ai résilié mon contrat à Chypre et j'ai pris le choix avec ma famille de rentrer en France et signer 2 ans au RC Lens. Ok. Donc tu confirmes que le stade Bollaert, c'est l'atmosphère, c'est vraiment un 12e homme, quoi. Après, moi j'ai connu Nice, donc c'est mon club formateur, et à l'époque c'était le stade du Ré, donc voilà, un petit chaudron qui était bien bouillant. Mais c'est vrai que Lens, c'est des supporters qui vont au stade en famille. Voilà, il y a des clubs où voilà, c'est des publics chauds, mais d'y aller avec des enfants, c'est compliqué parfois, faut pas se tromper de tribune, quoi. Et que Lens, vous pouvez y aller, c'est un moment de joie, un moment de fête. Les gens attendent que ça le match de week-end. On était en Ligue 2, j'ai eu la chance de jouer devant 35 000 spectateurs en Ligue 2. Il y a des clubs de Ligue 1 qui le font pas, ça. Donc les structures, le club, les attentes. Et après, c'est des clubs où, en tant que footballeur, on vit des expériences extraordinaires parce qu'on vit pour ça. Donc quand les résultats sont pas là, ça compte 2 fois plus. Mais par exemple, quand la 2e année où on finit 4e, dernière journée de championnat, c'est Amiens qui à la 96e marque son but et qui est barragiste. Voilà, c'est jouer devant 35 000 spectateurs qui nous poussent, qui sont derrière. C'est la joie du foot. Il y a les bons, les mauvais côtés, mais c'est décuplé fois 30 000, quoi. Donc non, ça a été top, une expérience incroyable. Et du coup, le passage à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, au début ça se passe très bien parce que je suis vice-capitaine de l'équipe, on fait une très belle saison, on finit 4e ou 5e. Voilà, on perd le fil de la montée sur les 3-4 dernières journées. Donc voilà, après il y a un état des lieux, que ce soit les anciens parlent beaucoup avec le staff et le président. Je suis quelqu'un qui j'ai jamais eu ma langue dans ma poche, donc j'ai dit les vérités, que ce soit au président et au coach. Le discours est mal passé, a été mal perçu. Donc à partir de là, ils ont voulu me faire quitter le club. Donc il me restait un an de contrat là-bas justement, j'avais signé 2 ans. Et donc dès l'été, il y a un différend, il faut qu'on trouve une solution justement, parce qu'ils veulent me faire partir. Donc moi je suis pas contre, à un moment donné, quand il y a un coach qui compte plus sur vous, ça sert à rien d'insister, surtout à 35 ans. Donc pour moi c'était mieux aussi de retrouver un nouveau challenge. On n'a pas su tomber d'accord, parce que moi c'est une année de contrat, donc c'est une année de salaire aussi. Hein. Donc à 35 ans c'est pas négligeable. Donc voilà, il y a eu des moyens par le club qui ont été malsains. J'ai été mis à pied un mois sans solde pour
pour des raisons qui sont... C'est même pas des raisons, parce que justement, ils n'ont pas voulu aller au prud'homme, parce que justement, j'avais entrepris un avocat justement grâce à l'UNFP. Donc voilà la chance d'avoir ce syndicat en France. Parce que c'était des raisons tirées par les cheveux, donc c'était juste pour pouvoir me mettre à pied, me pousser à bout, que j'aille les voir en disant ben voilà, cette situation je la supporte plus, je m'assois sur mon année de contrat, on se serre la main, on signe un agrément, une résiliation de contrat et merci, au revoir. Sauf que j'ai cette force de caractère de rien lâcher non plus, donc j'ai été jusqu'au bout, ça a été compliqué, une période compliquée, parce que quand je voyais j'habitais à 100 mètres du terrain d'entraînement, j'habitais juste derrière, j'allais à l'entraînement à pied. Et de ma fenêtre, je voyais l'entraînement, donc pendant que vous voyez les copains pendant la préparation estivale s'entraîner et que vous êtes à la maison et que vous n'avez pas le droit de mettre un pied au centre d'entraînement, c'est dur, donc m'entraîner dans mon jardin tout seul, aller courir tout seul pour pouvoir m'entretenir, parce que je savais que l'issue finale, ça allait être une résiliation de contrat, mais il fallait que je me tienne prêt justement pour un nouveau club et un nouveau challenge. Donc voilà, il y a les bons côtés du footballeur où quand ça se passe bien, on peut vivre des émotions exceptionnelles, mais aussi il y a des moments que on n'en parle pas beaucoup parce que peut-être les joueurs ont honte, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un sentiment de honte qu'on a alors qu'on ne doit pas avoir. Mais voilà, il y a le revers de la médaille où c'est des conflits avec les clubs, c'est des batailles juridiques parce qu'il y a des contrats et des salaires à sauver, que ce soit pour le joueur ou pour le club. Donc c'était une période très compliquée, même à 35 ans, chose que j'ai eu le support de ma femme et mes enfants à ce moment-là. Donc c'est une période très compliquée et je les remercierai jamais assez parce qu'ils ont été là, ils me voyaient souffrir, m'entraîner tout seul et c'était dur. Donc j'ai eu ce soutien-là, donc ça m'a aidé justement à aller au bout de cette démarche, voilà, à trouver une résiliation de contrat où les deux parties avaient trouvé un accord et pouvoir signer à ton nom fin août, début septembre. Et on voit que ta femme, elle est très très importante dans ta vie, hein, ce qui est normal. Ouais. Tu l'as rencontrée très jeune, c'est ça? Très jeune, à 17 ans, ouais. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble et 10 ans de mariage. Parce qu'on parle toujours de ce cliché, les footballeurs et les femmes. Ouais. Donc toi, en l'occurrence, tu t'es casé très rapidement. À 17 ans, donc j'étais pas encore pro, j'étais un jeune qui joue au foot, donc elle faisait ses études. Elle était au lycée en seconde, donc on s'est rencontrés justement en boîte de nuit à cette époque-là. Donc voilà, j'ai eu la chance de sortir de 16 à 17 ans et la chance de rentrer en boîte de nuit à cet âge-là parce que justement je faisais partie du club de l'OGC Nice, donc on avait des passoires vis-à-vis des videurs qui nous laissaient rentrer. Donc je l'ai rencontré jeune en boîte de nuit, mais c'est vrai qu'on s'est installé ensemble un an après, donc à partir de là, c'est ce qui m'a permis aussi justement de plus sortir la nuit, de comprendre que voilà, le sommeil c'était important justement pour être performant en entraînement. Donc j'ai profité un an et demi des boîtes de nuit, j'ai rencontré ma femme, on s'est installé ensemble et je pense que c'est ce qui m'a permis de retrouver le droit chemin parce que j'étais pas un filou, donc j'étais pas un garçon qui faisait plein de bêtises, mais voilà, j'étais le jeune du club, c'était ma ville entre guillemets, donc on connaissait du monde justement pour pouvoir sortir, c'était plus facile pour sortir le soir. Et c'est ce qui, je pense, qui m'a cadré, qui m'a mis une ligne de conduite et qui m'a permis aujourd'hui à 38 ans de continuer à jouer. De continuer à jouer encore à 20 ans de ma carrière, 20 ans de carrière, c'est exceptionnel. Donc je pense qu'elle a une grande part de responsabilité pour ça. On sait que la moyenne, un footballeur, ils arrêtent souvent à 35 ans, 34 ans, voire 36 pour ceux qui poussent vraiment. Mais toi, tu as 39 ans. Ouais, 39, et encore, je crois que la moyenne, tu parles de 35, s'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, c'est exceptionnel. Parce qu'après, je pense que la moyenne de Ligue 1, Ligue 2, une carrière pro, je pense que le NFP disait que c'était 7-8 ans. Ou encore plus, au jour d'aujourd'hui, ou lors de mon passage de l'NFP, justement, il y avait des joueurs pro à 21 ans qui étaient sans club. Parce qu'on les fait signer très tôt, justement. Mais après, 21 ans, c'est généralement la troisième année pro. Parce que de 18 à 21 ans, c'est le premier contrat pro. Et il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent sur le carreau à 21 ans. Et qui ont des difficultés à retrouver des challenges. Donc, s'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à 35 ans, c'est déjà énorme. Donc, faire 20 ans de carrière, après, je joue en N2 aujourd'hui, hein. Je joue pas en Ligue 2, mais ça reste un niveau cohérent et performant, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, même beaucoup de joueurs de N2 qui, après un passage en N2, retrouvent la nationale, Ligue 2 ou Ligue 1. Donc non, c'est un championnat difficile. Donc 20 ans de carrière, c'est vrai que c'est... Là, quand je m'arrête et que je me pose et je vois tout ce qui est passé derrière moi, non, je suis fier de ce que j'ai fait. Je regrette aucun choix. Même s'il y a eu des choix compliqués, on les assume en famille. Donc non, c'est une belle chose de vivre ces moments-là. Je pense que
En France, à l'époque, passer la trentaine, c'était très compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, la mentalité est en train d'évoluer. Et je pense qu'on s'arrête plus à la performance qu'à un âge. Donc c'est une bonne chose. Voilà, aujourd'hui, à 39 ans, je suis performant. Il y a des clubs, des coachs et des staffs qui me font confiance. Et je pense que c'est bien pour la nouvelle génération parce qu'on sait que aujourd'hui, avec la récupération et même les outils qu'on a à disposition, voilà, à l'époque d'avoir un Compex, des pistolets de massage, c'était entre guillemets réservé à l'élite parce que ça coûtait cher. Et aujourd'hui, on voit que sur des sites internet, on peut trouver beaucoup d'outils de récupération qu'on peut utiliser, des bots par exemple. À l'époque, c'était que les clubs qui les avaient. Et aujourd'hui, un joueur même de National ou N2 peut s'équiper et avoir des outils de récupération justement pour pouvoir performer et durer plus longtemps. Tu es un peu un exemple hein, pour tous les jeunes. De voir cette longévité, ça peut en inspirer plus d'un. Ouais, bah, j'espère pouvoir le faire déjà, mais comme je l'ai dit, en étant performant sur le terrain, parce que je pense qu'on gagne le respect des jeunes aujourd'hui, hein, en étant performant. Parce que les jeunes pas s'en foutent de votre carrière, ils connaissent les grandes lignes, donc au début, ils vous respectent pour ça. Mais comme je l'ai dit précédemment, si je mets pas un pied devant l'autre, ils vont me dire Scarra, t'es bien gentil, mais sois performant, après on t'écoutera. Donc voilà, aujourd'hui, ils m'écoutent justement parce que je suis performant. Donc c'est ça aussi qui fait que je suis un compétiteur et qui fait que voilà, je veux performer justement le week-end. Donc c'est à cause et grâce des jeunes, parce que voilà, et c'est comme ça qu'on gagne le respect des jeunes et qu'on est écouté auprès des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, les mentalités ont changé. Ouais, les mentalités ont changé parce que la vie a évolué, le foot a évolué également, les réseaux sociaux ont évolué, chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais je pense que non, je pense que c'est comme tout, hein, c'est comme dans le travail de la vie courante, c'est voilà, il y a un manager qui est là pour manager, il manage les hommes, on parle pas, tu vas pas me parler à moi comme tu peux parler à quelqu'un d'autre ou tu vas pas avoir le même retour. Comme tu sais que sur un terrain, tu peux piquer un joueur et ça peut le booster justement pour qu'il se décuple et que ça le pique dans sa chair et tu sais qu'il va avoir du répondant et tu peux faire parler de la même manière à quelqu'un d'autre et au contraire ça va l'inhiber, ça va l'enfoncer. Donc c'est pas que ça a changé, c'est que faut parler différemment à des jeunes et maintenant ils savent aussi que, pas entre guillemets les jeunes ont le pouvoir, mais ils savent que maintenant les jeunes c'est une grande valeur marchande pour les clubs, donc on met beaucoup l'accent et on donne beaucoup d'importance aux jeunes d'aujourd'hui, on les responsabilise beaucoup plus, donc aussi à eux de justement trouver le juste milieu comme j'ai pu le faire à l'époque, hein. Pas que c'est pas que j'avais des passes droits, mais des fois tu te permets des choses parce que t'es dans une situation où tu sais que comme on dit nous, hein, tu te sens comme ça, donc tu peux te permettre certaines choses, même si c'est pas quelque chose que tu veux faire réellement, mais voilà, tu sais que arriver 5 minutes en retard, bah, peut-être que ça va passer parce qu'à ce moment-là, justement, t'es entre guillemets en position de force au club. Et tu peux faire la même chose dans un autre club où tu es dans une situation différente et tu vas te faire taper dessus. Donc voilà, c'est justement savoir quand tu peux et ne pas le faire. Après, ça a évolué parce que le foot a évolué aujourd'hui. Mais les jeunes sont toujours à l'écoute. Si justement, les anciens, nous, on arrive à trouver le bon discours, à trouver les mots justes et à savoir les toucher en fait. C'est un rapport voilà, d'homme à homme, de grand frère à petit frère suivant les générations. Et c'est de savoir trouver les mots et savoir les toucher. Donc pour ça justement, il faut discuter avec eux, il faut apprendre à les connaître, pas justement l'aspect footballeur, mais l'aspect aussi dans la vie de tous les jours, savoir ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, de parler à un jeune, savoir comment il va, qu'est-ce qu'il a mangé hier, qu'est-ce qu'il a fait. Ben, des fois, le jeune peut vous le rendre sur le terrain parce que justement, il y a cette confiance et ce lien qui a été créé. Et voilà, c'est une question de rapport, c'est des rapports humains en fait. Durant ta grande carrière, Anthony, tu as dû côtoyer des grands joueurs quand même. Ouais, bah, j'ai eu la chance à Nice, bah, justement, comme le club venait de remonter, donc on avait beaucoup d'anciens joueurs de Ligue 1 parce qu'ils voulaient des joueurs d'expérience, donc que ce soit des Lilian Lasland, Marco Simone, Bill Chateau, Cyril Roll, Cyril Jeanechamp, j'en parle des Pancho Bardonado, avant des José Cobos, des Matt Moussilou qui, je le sais maintenant, finit sa carrière en Suisse. Donc voilà, à l'époque, je l'ai côtoyé. Bon, moi j'étais jeune, hein, je lui passe le bonjour s'il se souvient de moi, Matt. Mais non, on a eu voilà, j'ai eu la chance de côtoyer des Bakary Koné, des Karim Ziani, des Antar Yahya. Non, j'ai eu la chance de côtoyer à Nice des joueurs exceptionnels, des internationaux, quoi. Que ce soit africains ou français, même. Super. Et à cette époque-là, en plus, en Ligue 1, il y avait Drogba, il y avait du lourd, hein. Djibril Cissé. Ouais, il y avait mon premier match titulaire, justement, Stade du resté face à Auxerre.
Donc devant ma famille et mes proches, voilà, c'est une anecdote, c'est le souvenir que à chaque fois que je dis dans les interviews, c'est mon plus beau souvenir de voilà, jouer titulaire au Stade du Ré devant ma famille, mes proches, chez moi. Et c'était face à Auxerre de Mexès, Boumson, Djibril Cissé, Kalou, la grande époque, juste avant que Cissé parte à Liverpool. Donc non, on avait de sacrés joueurs de Ligue 1 à cette époque-là. Ok, super. Et durant ton parcours, tu as été en équipe nationale de France, Ouais. des moins de 18 ans, des moins de 19 ans, et en espoir. Ouais. Ben ça c'est, comme je l'ai dit aussi, j'ai souvent une bonne étoile, que ce soit pour les sélections de district ou régionales ou équipe de France. Donc voilà, je suis passé par les pré-France, donc c'est des sélections où il y a 100 gamins, donc on parle de pépites, souvent on parle de pépites. Voilà, c'est un exemple que je peux apporter des fois, donc mes enfants jouent au foot. Donc, des fois je joue contre des clubs amateurs ou des clubs de village même, hein, parce que je suis issu d'un club amateur. Donc on entend souvent les parents aujourd'hui dire oh, mon fils c'est une pépite ou regarde-le c'est une pépite. Mais après, quand on récupère tous ces jeunes-là et qu'on les met dans des centres de formation de clubs pro, en fait ils sont entourés de pépites. Donc c'est là où je pense que les parents, justement, on parle souvent à la nouvelle génération des projets Mbappé, ça veut tout rien dire. Donc quand on récupère des pépites de chaque club amateur ou de chaque village, suivant les régions, et qu'on les met dans des centres de formation, en fait les parents ne se rendent pas compte mais ils sont entourés de pépites. Parce qu'il n'y a que les meilleurs joueurs, issus des régions ou même de toute la France. Donc moi, en sélection pré-France, j'avais les meilleurs joueurs de centre de formation de tous les clubs pro. Et là, on était une cinquantaine ou une soixantaine. Et donc j'ai eu la chance de passer toutes les étapes pour pouvoir m'imposer et faire des championnats d'Europe avec l'équipe de France. Donc la génération Gallet Clichy, Jimmy Briand, Carl Medjani, et j'en passe. Donc, mais voilà, quand j'entends des parents, parce que je côtoie mon fils et je peux entendre des parents ou des gens parler autour des mains courantes. Oui, mon fils c'est une pépite, ou regarde-le, lui c'est une pépite. Mais sachez qu'après, quand il va arriver à 13, 14, 15 ans, il sera entouré de pépites. Donc, et là pour lui, ce sera très compliqué parce qu'on l'a toujours mis en étant jeune sur un piédestal parce qu'il faisait la différence à ce niveau-là. Mais en centre de formation, justement, où on voit qu'il y a des jeunes qui craquent et qui n'y arrivent pas, et quand ils sont pas gardés en centre de formation, ben, ils peuvent partir en dépression. Aujourd'hui, on parle de dépression. C'est parce que ce moment-là, ils seront entourés de pépites. Et donc, pour pouvoir, dans toutes ces pépites, centre de formation sur la génération, il y a 3-4 générations, donc c'est une quarantaine, cinquantaine de joueurs, on sait qu'il y en a 3-4 qui vont signer pro. Donc le chemin est long. Donc voilà, je pense qu'à l'âge de mon fils, donc ma fille a dit à 15 ans, donc je joue en U18, et mon fils a 13 ans, donc je joue en U13. Je pense de U13, c'est même pas du foot à 11, c'est du foot à 8. Donc laissez-les s'exprimer. Voilà, si j'ai un conseil à donner pas aux jeunes, aux parents, c'est voilà, laissez-les s'exprimer, ils sont là pour jouer, c'est leur moment à eux. Faut pas que ce soit une contrainte faut pas qu'ils aillent jouer au foot avec la peur au ventre, de justement vouloir bien faire par rapport vis-à-vis du papa ou de la maman ou du grand frère. C'est de les laisser s'éclater, de s'amuser. Et moi j'ai eu la chance de signer pro, voilà, jusqu'à l'âge de 13 ans en centre de formation, j'étais pas prédestiné à être footballeur pro, j'étais en 4e équipe. Donc je pensais réellement à me retrouver entre copains. Et voilà, le fait de la passion et de m'amuser, c'est ce qui a permis que j'ai gravi les échelons et que j'ai pu signer pro. Mais à cet âge-là, c'est voilà, laisser les gamins s'amuser. Ne leur mettez pas une pression monstre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux, voilà, on peut même filmer les gamins et les montrer sur les réseaux. Non, il faut que les gamins aillent jouer au foot parce que c'est son moment à lui, retrouver ses copains, jouer au football, marquer des buts, ne pas en marquer, mais de passer un bon moment et de parler Fortnite, manger McDo après. Voilà, à cet âge-là, c'est leur moment à eux. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire vis-à-vis ce que je peux voir et entendre au bord des terrains. Et pour les jeunes, quel conseil tu donnerais? Les jeunes, bah, c'est d'écouter leur éducateur. Parce que voilà, en plus, bah, quand on dit que l'époque a changé, que les jeunes ont changé, non, je pense que c'est l'entourage qui a changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup que ce soit les parents, à l'époque, bah voilà, les parents, nous, il y avait les agents qui nous représentaient. Aujourd'hui, il y a les parents, ça peut être les frères, les oncles, un éducateur qu'on a connu en jeune qui veut se mélanger. Aujourd'hui, oui, c'est un peu grâce à moi qui, là. Non, c'est l'entourage qui a changé. Je dirais que c'est l'entourage qui a changé aujourd'hui. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui représentent les joueurs, qui parlent pour les joueurs. Même des fois, que ça peut être des anciens coachs, des gens de l'extérieur qui appellent des clubs pour un joueur qui ne le représente même pas. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Donc maintenant, mais le conseil, c'est d'écouter ces éducateurs en jeunes, ces coachs en jeunes. Voilà, de prendre conseil sur si vous avez la chance de côtoyer des joueurs pros ou même des joueurs qui ont une grande carrière et qui jouent dans différentes divisions aujourd'hui.
de leur demander conseil comme j'ai pu le faire à l'époque, voilà, de m'inspirer, de demander des conseils à Cyril Roll, Lilian Lasland, voilà, qui ont 15-20 ans de carrière, mais de Ligue 1, donc et qui ont connu des trajectoires folles. Donc voilà, de m'inspirer d'eux, de ne pas hésiter à leur demander conseil, voilà, que ce soit pour des bons ou des mauvaises choses, des bonnes ou des mauvaises choses, parce que ça peut nous arriver, et moi ça m'est arrivé personnellement, donc je me suis conseillé auprès de ces joueurs-là. Mais voilà, non, d'écouter leur éducateur, de prendre du plaisir, de travailler, d'être sérieux, mais de ne pas oublier que le foot, ça reste un jeu. Il faut savoir s'amuser, c'est prendre du plaisir. Si vous voulez être performant, c'est prendre du plaisir sur le terrain avant tout, sur tous les jours de match. Travailler la semaine, mais prendre du plaisir le week-end. Et c'est ça qui va faire que vous allez progresser plus rapidement que les autres. Toi, tu es plus Messi ou Cristiano Ronaldo? Moi, Cristiano. Cristiano? Ouais, pour son parcours, après, il y a toujours pareil, ça, on parle de talent football. Non, moi, c'est plus l'homme, la carrière, le joueur en général. Voilà, qui a fait, pour moi, le fait de pouvoir, et en plus, c'est un peu à mon niveau, mais le fait de vouloir changer de club, de s'imposer dans un nouveau club, de gagner des titres dans un nouveau club, pour moi, ça a plus de mérite que, voilà, de jouer c'est plus de mérite, non, mais jouer dans une équipe comme le Barça, où, voilà, qui marchait sur l'Europe entière. Donc, je dis pas que c'était facile à cette époque-là, parce qu'il a joué très jeune et il s'est imposé dans cette époque-là. Mais voilà, moi, le fait que Cristiano ait changé de club, parce que c'est des choses que j'ai vécues, changer de club, un nouveau groupe, un nouveau coach, vouloir s'imposer dès la préparation pour pouvoir s'imposer dans cette équipe, parce que vous êtes attendu justement. Donc, c'est pour moi, entre guillemets, c'est se mettre un petit peu en danger. Donc, pour moi, Cristiano l'a fait et a su s'imposer et gagner des trophées dans les différents clubs où il est passé. Donc, moi, team Cristiano. Quel est le rapport que tu as avec la religion? Moi, je viens d'une famille chrétienne, donc voilà, française d'origine italienne. Donc, surtout en Italie, on sait que la religion catholique est très importante. Non, mes parents m'ont pas baptisé étant jeune. J'ai pas fait d'école catholique, donc d'école privée. Donc non, ils m'ont laissé libre choix de pouvoir le faire ou pas, de pouvoir me documenter sur les différentes religions. Donc c'est quelque chose que je fais parce que de toute façon on sait que dans le monde du football, dès le plus jeune âge, on côtoie des joueurs et des copains issus de toute la France, issus de toute l'Europe, même le monde, parce que on côtoie beaucoup d'Africains en jeunes aussi, ou du pays du Maghreb. Donc je pense qu'en étant footballeur, même pas footballeur, ayant été sportif, sportco justement, donc on côtoie des cultures, des amis différents, des cultures différentes, voilà. Quand on va chez des amis, c'est totalement des plats ou des cultures différentes, donc ça je pense qu'en étant jeune et en faisant un sport collectif, pour nous c'est un enrichissement. Donc, et mes enfants ont eu cette chance-là justement de pouvoir le vivre à l'étranger, parce qu'on a vécu 4 ans à l'étranger, donc une culture et des religions différentes. Et après je me suis baptisé parce que avec mes enfants justement à Chypre, donc pour pouvoir me marier à l'église avec ma femme, parce que ma femme est catholique, donc c'était très important pour elle de se marier à l'église vis-à-vis de sa famille et de ses grands-parents surtout. Donc j'ai pris le choix de me baptiser avec mes enfants, donc je me suis baptisé le même jour que mes enfants, donc ça c'était plutôt cool, et pour pouvoir justement me marier à l'église. Mais je suis, là c'est la période du ramadan pardon, pour les musulmans, donc voilà, j'ai la chance d'avoir, la chance de côtoyer, ouais, c'est une chance de pouvoir discuter de la religion avec d'autres personnes. Donc là justement on discute de ce mois de Ramadan, de comment il aborde justement au niveau du foot, même par rapport au foot, de pouvoir l'appliquer justement par rapport aux entraînements, séances d'entraînement, comment ils vivent, est-ce qu'ils font le jour de match ou pas, donc ça c'est les choix de chacun. Et de pouvoir en discuter avec eux, c'est toujours intéressant, et même de pouvoir peut-être les aider à un moment donné. On sait que là, notre dernier match, voilà, c'est la première semaine du Ramadan, ils ont coupé le jeûne à la mi-temps. Voilà, d'avoir une pensée à eux, de leur donner une date, un verre d'eau, de lait pour pouvoir couper le jeûne. Donc, comme c'est un sport co et qu'on a besoin d'eux à ce moment-là, donc on a des joueurs qui font le Ramadan le jour de match. Donc voilà, c'est d'être au quotidien pour eux, et même inconsciemment, de savoir qu'un joueur peut-être fait le Ramadan, pour lui c'est important, donc il le fait. Et ben pour nous c'est peut-être se battre 2 fois plus sur le terrain, parce qu'on sait que la première mi-temps, peut-être que fin de première mi-temps il peut tirer la langue justement parce qu'il peut avoir soif. Et ben on sait qu'on va se battre 2 fois plus pour lui, qu'à la mi-temps, boum, on va être derrière lui, que la deuxième mi-temps on va dire putain, les copains ils m'ont demandé cette mi-temps là, je vais faire l'effort le deuxième mi-temps, je vais redoubler d'efforts. Donc mine de rien, pour moi c'est une bonne chose. Ok, très bien. Et pendant toute ta carrière, quel joueur t'a le plus impressionné? Il y en a eu plein, après c'est sur différentes raisons, sur l'humain, le footballeur. Tu peux m'en citer 4 si tu veux. 4 Ouais. Bon, moi j'ai Cyril Roll, voilà, qui m'a pris sous son aile parce qu'il jouait
au même poste que moi à cette époque-là. Donc, et parce que même en étant jeune, quand la première fois que je pars en stage avec lui, il me prend dans sa chambre. Donc le côtoyer pendant 10 jours dans sa chambre avec lui, en étant jeune, pour moi c'était exceptionnel. Donc voilà, des joueurs comme Cyril sur le plan humain, même sur le plan footballistique, parce qu'il a fait une carrière. Il a joué à 16 ans jusqu'à 30 en Ligue 1, donc c'est monstrueux. Après, il y a eu des joueurs aussi avec lesquels j'ai beaucoup d'affinités, c'est Karim Ziani. Donc voilà, joueur très technique, international algérien, qui passait par l'OM notamment, que moi j'avais connu à Lorient. T'avais Dédé Gignac, que j'ai connu à Lorient, et on connaît la carrière qu'il fait. Maintenant, c'est une légende au Mexique, donc il représente la France au Mexique, donc c'est énorme. Non, j'ai eu des joueurs, des Marco Simone pour la. Joueur qui est passé au Milan AC, international italien, que j'ai connu sur la fin à Nice, mais c'est des joueurs que je voyais avec des étoiles dans les yeux. Donc, non, j'ai eu la chance de côtoyer plein de joueurs à différents moments de leur époque, de leur carrière, de ma carrière également, et qui m'ont aidé pour certains points à différents moments. Donc, non, citer 4 joueurs, c'est en 2 ans à ton nom, j'ai déjà côtoyé en N2 60 joueurs, donc sur 20 ans, j'en ai côtoyé, comme les effectifs changent beaucoup d'une année à l'autre. J'ai eu la chance de côtoyer plein de joueurs. Il y a Hugo Loris, formé avec. Tu vois, je peux pas en oublier, mais capitaine champion du monde, tu vois. Donc j'ai eu la chance d'être formé avec lui, tu vois. Et de gagner un titre de champion de France avec lui. Donc non, des joueurs, j'en ai côtoyé. J'ai eu la chance de côtoyer énormément de joueurs. Ok, super. Et si tu n'aurais pas été footballeur professionnel, quelle profession tu aurais occupé dans la vie? Aucune idée. Je me suis jamais posé cette question-là. Comme je l'ai dit, c'était même pas un but d'être joueur professionnel, parce que je suis pas issu d'une famille de foot. Donc c'est un peu par hasard que j'ai été pro, justement en continuant de 13 à 23 ans, même à 39 ans bientôt, de continuer à jouer. Mais non, je sais pas du tout ce que j'aurais fait. Sûrement, parce que je regarde beaucoup de reportages sur ça et j'aime beaucoup. Et dernièrement, j'ai été appelé en sélection pour ça, donc sûrement encore de l'armée, parce que j'aime que ce soit carré et qu'il y ait des règles. Et je pense que j'aurais aimé rentrer dans l'armée, sûrement. Ok, super. Et le racisme dans le football, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est quelque chose qu'il faut combattre. Malheureusement, c'est au jour d'aujourd'hui. Je pense que dans certains pays, même en France, hein, pas besoin de regarder l'étranger. Je pense à l'Italie ou les pays de l'Est. Mais même en France, on voit qu'il y a encore des soucis, il y en a un peu moins. Et donc le gouvernement et la Fédé et la Ligue font des choses pour ça. On l'a vu récemment avec Mac Maignan. Je trouve ça triste. Alors, Anthony, peux-tu nous dire c'est quoi le plus gros salaire que tu as touché dans ta carrière ou la plus grosse prime de signature? Le plus gros salaire, c'était à Chypre, où j'avais signé 600 000 € sur 3 ans d'impôts. Waouh, c'est Donc, super. Moi, j'ai pas de souci à parler d'argent, j'ai rien volé à personne. Merci. C'est pas de l'argent que j'ai mis sous le couteau à personne pour me donner cet argent-là. Donc, je sais qu'en France, on a beaucoup de difficultés à parler d'argent parce que je pense qu'on est jaloux de la réussite en France. Chose que je parlais avec des amis qui ont connu l'Amérique du Nord ou même l'Amérique, où voilà, là-bas, c'est gage de réussite, c'est gage de motivation et d'exemple. En France, c'est pas le cas, donc moi j'ai cette mentalité-là d'envier personne, d'être jaloux de personne, justement, d'avoir un immense respect pour les joueurs, que ce soit dans le monde du travail ou les entrepreneurs qui réussissent. Donc ça apporte de la richesse au pays. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose de s'inspirer des gens qui ont réussi, justement. Je sais qu'en France c'est compliqué, mais je comprends pas pourquoi. Parce qu'au contraire, ça tire les gens vers le haut, voilà. Quelqu'un qui réussit de s'en inspirer. S'il a la chance de pouvoir vivre de belles choses, pouvoir voyager, moi j'aimerais aussi, donc ça me permet de mettre des objectifs à court, moyen et long terme, justement, pour justement y arriver et avoir une belle vie avec ma famille, quoi. Ok, super. Justement, en parlant de famille, comment tu l'as vécu, toi, le métier de footballeur et ta paternité, ton rôle de papa? Je l'ai bien vécu, j'ai eu ma fille à 23 ans, donc mon arrivée à Sedan, et mon fils à 25 à Châteauroux, donc lui il est né à Châteauroux et ma fille à Nice. Non, je l'ai bien vécu, justement, je l'ai vécu comme ça m'a fait prendre conscience que le foot devenait un métier. C'était mon gagne-pain, c'est ce qui mettait à manger dans l'assiette de mes enfants. Donc jusqu'à l'arrivée de ma fille, c'était un amusement. Donc on gagnait de l'argent, c'était cool, ça a permis de nous acheter des baskets, des chaussures. À l'époque c'était des Walkman, des Wi-Fi, de l'high-tech, des téléphones. Mais après je me suis rendu compte que putain merde, maintenant il y a une bouche à nourrir, on est 3 à la maison, après on a été 4. Et j'ai pris conscience que voilà, le foot ça devenait un travail, donc
que mon corps c'était mon outil de travail, donc il fallait que j'en prenne soin si je voulais durer justement pour pouvoir pérenniser ma famille justement sur un plan financier. Donc ça m'a permis voilà, que le foot ça reste une passion, c'était un amusement, c'est devenu une source de revenus, donc un travail. Donc prendre soin de mon corps pour pouvoir durer dans la longueur justement pour assurer financièrement ma famille. Ok. Et si on devait faire un retour en arrière sur ta carrière, est-ce que tu changerais quelque chose? Non. Rien. Aucun regret, non, j'ai aucun regret sur tous les choix que j'ai fait, toutes les décisions qu'on a fait avec ma femme, même s'il y a eu des mauvaises, mais justement je pense que ça m'a permis de grandir, d'apprendre, parce que c'est là qu'on apprend. Donc souvent on parle de mindset et on voit des entrepreneurs qui disent qu'il faut échouer pour réussir. Mais je pense que dans le foot c'est pareil. J'ai appris mes erreurs en Angleterre sur des contrats. Par la suite, justement, mon contrat à Shrip à l'étranger, j'ai fait appel à des avocats. Donc je pense qu'on apprend. Sur le moment, c'est dur à le vivre. C'est des périodes compliquées. Mais je pense qu'on en ressort grandi et plus fort. Pour clore cette vidéo, tu vas nous lâcher ton petit secret. Qu'est-ce que tu manges? Comment tu fais pour, à 39 ans, courir comme tu cours, jouer en National 2? Parce que c'est quand même dur, la National 2. Ah oui, c'est un championnat physique très compliqué. On le voit tous les week-ends, surtout dans notre pôle du Sud, où c'est un championnat rude. Le secret, non, c'est de faire attention à ce qu'on mange, prendre soin de soi, de son corps, avant, après les entraînements. Le sommeil, voilà, la récupération et le sommeil, c'est très important aussi. Pas de se coucher à pas d'heure et jouer à la PlayStation jusqu'à 2-3 heures du matin. Je pense que c'est ça, voilà, c'est pas de se priver, parce que je mange un peu tout, ça m'empêche pas de me faire des McDonald's ou des restos avec soit ma femme ou mes enfants. Donc voilà, il y a toujours cette part de plaisir. Pas se priver, faire attention, que ce soit à l'alimentation, à l'hydratation et à la récup. Et je pense que c'est du moment qu'on arrive à mettre une routine en place, je dis pas d'être drastique, parce que voilà, il y a des joueurs qui performent au très haut niveau, voilà, des Cristiano Ronaldo, des Mbappé, mais qui sont entourés. Moi j'ai pas la chance d'avoir ce staff là autour de moi, donc voilà, c'est de mettre en place et justement on le répète, on peut demander conseil aux anciens justement ce qu'ils peuvent mettre en place pour performer. Donc c'est de mettre des petites routines en place tout au long de la journée et que ça devienne des habitudes. Et je pense qu'à partir de là, on peut durer au moins jusqu'à un niveau correct dans le football. Anthony, je te souhaite tout de bon avec ton club Evian Tonon Grand Genève. Merci. Et c'est un club, je pense, qui va retrouver l'élite. Hein. Je vois que chaque année, ils mettent les moyens. Ouais, c'est un club structuré justement qui a gardé ses structures de Ligue 1 avec l'enseignement le TG. Donc non, c'est un club qui va retrouver le monde professionnel. Voilà, il y a un investisseur qui est venu au club justement dans la région pour développer et restructurer le club, chose qu'il a fait parce que sur les 5 dernières années ils sont montés 3 fois, de R1 à la N2. La N2 c'est un championnat compliqué, il n'y a qu'une montée. Avec la réforme ces deux dernières années, il y a 6 descentes. Donc voilà, déjà se maintenir, même si c'était pas l'objectif du début de saison, c'est déjà une belle réussite en soi avec les 6 descentes sur un championnat de 14 équipes. Donc il faut finir 10e ou 9e pour se sauver. Et par la suite, je pense que voilà, le club met en place les moyens de retrouver l'élite dans les plus brefs délais. Ok, super Anto, je te remercie en tout cas. Merci à toi Box pour l'invitation. Et puis à très bientôt. Ça marche.